Afrique, parti politique d'opposition, parti ethnique ou maçonnique, nous nous interrogeons encore ce matin. Afrique, parti politique d'opposition, parti ethnique ou alors maçonnique. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des patriotes, des nationalistes, toutes les personnes qui rêvent d'une Afrique libre et surtout souveraine. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, nous commençons par nous interroger d'ailleurs ce matin. Pour qui travaillent les partis politiques africains? Qui se cache derrière et à quelle fin? Ces partis politiques servent-ils les intérêts des Africains, des Occidentaux ou encore de certaines ethnies? D'ailleurs, qu'est-ce qui se cache derrière ces partis politiques d'opposition? Ces partis politiques sont-ils maçonniques ou sataniques? Sont-ils présents pour créer le désordre au nom d'une ethnie ou encore au nom du peuple tout entier ou tout simplement au nom de l'Occident? Les partis politiques et le multipartisme ont longtemps occupé une place secondaire dans l'analyse politique de l'Afrique. On comprend le peu d'attention qui a pu être accordée à ces questions si l'on note que, alors que les partis sont supposés jouer un rôle important dans l'organisation et la régulation des systèmes démocratiques modernes, les vies politiques africaines sont généralement considérées comme marquées par la violence, le désordre, la personnalisation du pouvoir et la faiblesse des règles constitutionnelles. Le pluralisme partisan, il faut également en parler, est apparu en Afrique à la fin des années 50 et au début des années 1960, à la fin de l'époque coloniale, nous dit-on. Les partis, organisations d'origine occidentale, semblent avoir eu du mal à s'enraciner dans les vies politiques africaines à l'instar d'autres importations occidentales, comme le constitutionnalisme libéral ou encore le gouvernement représentatif. D'ailleurs, pourquoi en parler puisque les Africains n'y sont pas réellement ancrés et surtout, jusqu'à preuve de contraire, ce genre de politique n'est peut-être pas encore la panacée, on va le dire comme ça, des Africains. L'examen donc des luttes politiques en Afrique conduit en tout cas à quelques rares exceptions à un constat. La prégnance plus ou moins forte du fait identitaire. On constate dans la plupart des États africains une, on va le dire, concurrence permanente entre identité nationale et infra-identité ethnique, régionale ou encore religieuse. Or, dans leur poursuite sans fin de la modernité politique constitutionnelle occidentale, les élites africaines ont choisi de ne pas voir les faits têtus qui contredisent au quotidien leur schéma mimétique. Les constituants persistent ainsi à inscrire, s'il faut le dire, dans les textes constitutionnels africains des normes et principes dont l'adéquation avec les réalités observables est surtout incertaine. Si les constitutions sont aussi des textes programmés donnant à voir la vision du monde et des idéaux d'un peuple, encore faut-il que le programme ne relève pas de la pure utopie. D'où la nécessité, on va le dire, d'une prise en compte réaliste des identités dans ces États souvent multiethniques et multiconfessionnels. Pour contribuer justement à ce débat nécessaire, la présente contribution montrera en tout cas au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste l'essentiel qu'occupe l'identité dans le cadre de la lutte pour le pouvoir, justement pour arriver à la tête de l'État. Pourtant, on le sait tous, ces partis politiques représentent le peuple, représentent toutes les ethnies, représentent d'ailleurs toutes les confessions, car eh bien, il faut bien lutter pour quelque chose d'idéal, de précis et surtout de concis. Ces partis politiques existent-ils sur le continent africain? Oui, il y en a justement qui veulent voir un idéal pour tout le monde, qui veulent voir l'humanité vivre longtemps. Mais combien sont-ils? En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Afrique, parti politique d'opposition, parti ethnique ou encore maçonnique. Pour nous, il est un exemple dans son parti politique. Il s'appelle le président Badakani. Il est le président du NMP, le mouvement populaire. Lui au moins, il pense à l'Afrique, il pense au monde, il pense entièrement, totalement à l'humanité. Voilà pourquoi nous l'avons invité pour répondre justement à cette question. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Merci mon cher Jocelyne Goss. Le plaisir est toujours le mien de vous retrouver. La semaine passée, on n'a pas pu travailler. Malheureusement, vous savez, je suis un être humain. Ah ben, ça m'a manqué, hein? Oui, je suis un être humain. On a l'habitude à travailler, au point où quand on fait une semaine sans travail, j'ai des problèmes. Oh, vous savez, nous avons tous ces problèmes, mais bon, nous sommes là aujourd'hui. Ah ben, l'important, c'est de se retrouver aujourd'hui. Voilà. Pour continuer
à voyager dans le train panafricaniste. Sur Panafricaniste, une autre chaîne qui fait son petit chemin et qui va grandir. Oui, qui grandit d'ailleurs très bien. Qui va beaucoup grandir et qui va arriver à bon port. Je salue tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui sont attachés à nos émissions. Ils sont très nombreux, très nombreux. Très nombreux. Très nombreux. Je salue tous les commentateurs. C'est important. Oui. La dynamique des commentaires. Oui. Ils nous apprennent beaucoup de choses, hein. On lit. Non, moi, je lis. Oui. Je prends le temps de lire. Commentaires. Je lis parce que je respecte. J'ai pas la science infuse, donc j'apprends aussi beaucoup. C'est une interactivité qui nous est très chère. Bon, il y a les commentaires déplacés, mais peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut du tout pour faire un monde. C'est justement ça qu'il nous faut. Je salue le technicien. Oui, il est là tous les Personne jours. ne connaît, on ne le voit pas. Mais le jour où il n'est pas là, il n'y a pas d'émission. Oui. Donc nous nous inclinons devant le travail un peu ingrat qui est le sien. Merci Jocelyn d'avoir pensé que je pouvais être utile pour un thème de cette hauteur. Vous êtes toujours utile et vous savez que ce genre de thème, eh bien, vous avez été choisi justement par le Dieu créateur pour répondre justement à ces questions. Cette question revient tout le temps, Président Badakani, vous qui êtes un homme politique, parce que justement sur le continent africain, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a les politiciens et il y a les hommes politiques. Et d'ailleurs, quelqu'un me posait encore la question ces derniers jours et j'ai failli méditer sur la question, les partis politiques d'opposition, sont-ils des partis politiques, des partis ethniques ou finalement sont des partis maçonniques à la solde de l'Occident? Eh ben, ils sont tous ça à la fois. Ils sont tous ça à la fois. Quand vous parlez, quand vous avez bien circonscrit votre thème, à savoir parti d'opposition. Alors, encore qu'il faut savoir ce que ça veut dire. Le thème en lui-même, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous êtes obligé d'utiliser un terme dont l'entendement est facile pour tous, qui est déjà soumis à un usage connu. Mais le concept même d'opposition en Afrique, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut l'interroger profondément. Qu'est-ce qu'un opposant? C'est quoi être opposant en Afrique? Et à partir de là, c'est quoi l'opposition? Et à partir de là, qu'est-ce qu'un parti d'opposition? Il y a tout ça qu'il faut expliquer. L'entendement vulgaire, on vous appelle opposant quand vous êtes opposé à un régime. Vous êtes opposé à quelqu'un qui est au pouvoir. Au Cameroun, on va dire, il s'oppose à Biya. Il s'oppose à Paul Biya. Un opposant est celui qui n'est pas du RDPC. Il s'oppose au RDPC et son chef. Bon, cette simplification, n'est-ce pas, de la réalité politique ne rend pas compte du contenu réel de nos scènes politiques. Il y a là un trucage. Il y a là un trucage de la réalité. On fausse même la réalité politique, rien qu'en désignant comme ça. Je suis un opposant parce que je m'oppose à quelqu'un. Je m'oppose au régime en place. Ben, vous voyez très bien que ça nous oblige donc à typifier déjà même l'idée des opposants. On peut être opposant et choisir, dire que, ok, je m'oppose à quelqu'un, je veux sa place. Ouad l'a fait au Sénégal, par exemple. Il est opposé, et on a vu très vite qu'à la fin que bon, c'était une opposition inter-régime, de manière fondamentale, inter-régime. Bon, on va dire au Sénégal, oui, je m'opposais à Senghor, il était socialiste. Moi, je suis libéral, c'est ce que Ouad disait. S'il voulait fonder idéologiquement sa démarche. Mais quand on a vu dans le fond, Ouad, Senghor, ils se sont opposés, mais ils appartenaient à la même famille néocoloniale sénégalaise, qui a pour patron la France. Alors, les deux présidents qui ont quitté le pouvoir, leur maison, c'est en France. C'est pas le fait du hasard. Ils résident en France. Ouad réside en France, Senghor réside en France. Même Diouf réside en France. Ils préfèrent la France que le Sénégal. Ou bien ils ont deux pays, ils vont au Sénégal, ils vont en France. Donc, pour exister, il faut être en même temps au Sénégal et être en France. Donc, il y a là des éléments qui nous amènent à bien typifier le concept d'opposant. Quand on incarne le concept d'opposant, il y a quoi dedans? Alors, au Cameroun, par exemple, l'histoire montre que vous avez des opposants qui, après, se sont retrouvés dans le gouvernement. Pas toujours sur la base d'une démarche idéologique, mais sur la base de l'appartenance à une famille politique historique. Vous prenez le cas du Cameroun, vous avez des gens comme Bello Bouba, qui ont été opposés un temps, mais qui sont rentrés dans le gouvernement. Vous avez des gens comme Chiroma, ministre Chiroma, qui ont été opposants à un moment donné, qui sont entrés au gouvernement. Mais quand vous regardez Bello est dans les grandes familles de l'UNC, où il s'était retrouvé avec le président Biya. Ils étaient tous à l'UNC, et l'UNC a un rôle historique au Cameroun.
l'UNC était l'opposé de l'UPC. Alors, après le bloc, c'est l'enfant du bloc démocratique camerounais qui était le parti anti-indépendantiste par essence, dirigé par Ojola, qui est un grand criminel notoire et qui a fabriqué l'essentiel de l'élite politique du Cameroun. Il en était le sélectionneur, pour le compte de la France, pour le compte du colonat français. Donc, vous voyez que Bello peut être opposant, le ministre Bello peut être opposant, mais si vous appelez opposant à la fin, vous êtes perdu parce que Bello, il peut se fâcher du président Biya, il peut être en désaccord, mais ils vont se retrouver. Et quand il y a des choses sérieuses, ils auront tendance à se souvenir de leur généalogie politique commune, qui est ancestrale, l'UNC. Donc, bien aujourd'hui, le gouvernement, mais en tant qu'UNDP. Oui. Donc, sur le plan de l'idéologie, qu'est-ce qui distingue l'UNDP du RDPC fondamentalement? Il y a la distinction des styles. Mais ils ont le même parent généalogique, ils ont le même parent idéologique, ils ont la même idée du destin du Cameroun. C'est vrai, il faut nuancer, parce que le RDPC aussi avait le temps. Il y a à l'intérieur des fractures importantes, il faut tenir compte de ça, des fractures importantes, et dedans vous avez des gens qui pensent qu'il faut conquérir notre indépendance, il y a des gens même qui veulent même se réconcilier tout en étant au RDPC avec l'idée de l'UPCisme originel, essayer de l'implémenter. Il y a ce travail interne qui est dans le parti, mais historiquement, le statut du RDPC dit que l'UNC devient RDPC. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous voyez le cas Bello, le cas Chiroma. Chiroma, à un moment donné, il a été au gouvernement, il est quitté, il est devenu opposant, il est rentré. Alors moi, je vais vous dire une chose, au Cameroun, quand vous êtes dans le gouvernement camerounais, vous n'oubliez pas un principe fondamental, que c'est le président qui définit la politique de la nation. Alors, quand vous coptez dans son gouvernement, est-ce qu'à partir de ce moment-là, il définit la politique de la nation? Vous êtes là pour appliquer quoi? Votre projet à vous ou bien son projet? Vous appliquez son projet. Vous voyez donc très bien que le mot opposant, c'est un mot fourre-tout qui peut être un diluant, qui peut permettre d'effacer même les véritables enjeux politiques du pays, pour se retrouver à la fin, n'est-ce pas, être une position qui permet à des gens qui estiment être des notables à vie de ne pas perdre les privilèges symboliques et matériels qui garantissent leur statut de notable. Vous voyez ça? Donc, il y a cette dimension-là. Vous avez ce qu'on appelle d'autres types d'opposants, qui sont des opposants que l'on qualifie de systémiques. Ce sont des gens qui continuent le combat UPCiste. Et même pré-UPCiste, avec les combats patriotiques et nationalistes, pendant l'esclavage, pendant la colonisation allemande, etc. Il y a cette tradition-là. Donc, cette grande famille, n'est-ce pas, est opposée à un système, pas à un homme. Ces références ne sont pas des références aristocratiques de notabilité qui ont été fabriquées dans le cadre de l'ancien parti unique, si on prend le cas du Cameroun. Donc, ces notabilités-là ont un train de vie, une façon de concevoir, ont des allégeances, appartiennent à des cercles où on ne peut vivre que parce qu'on a un certain standing de vie, il y a des codes vestimentaires, des codes spirituels et ésotériques. Bref, il y a tout un way of life qui font que ces gens-là ne peuvent pas se retrouver en dehors de leur grande famille historique. C'est la famille de la continuité coloniale. Donc, vous avez ça. Donc, l'opposant systémique, c'est ça que nous on revendique là. Nous, on revendique ce statut d'opposant systémique parce que c'est un système que nous voulons renverser. Alors, parce qu'il y a une confusion entre régime, système et même État. Des gens confondent. Les régimes passent, l'État, lui, reste. Toujours. Le système, lui, il est supérieur à l'État. Pour le cas des pays africains, il y a un grand système néocolonial qui est là, qui est le tuteur des États. Et à l'intérieur de l'État, vous avez des régimes qui peuvent se succéder. Et il y a les alternances. L'alternance néocoloniale. Wade a remplacé Diouf et Macky Sall a remplacé Wade. Vous voyez des choses comme ça. Bon, ça fait rimer tout ça sur le grand tutorat, n'est-ce pas, du système néocolonial, aujourd'hui mondialisé. Donc, vous voyez très bien que quand on entre à fond là-dedans, il faut prendre du recul pour bien donner un contenu sérieux à ce qu'on appelle l'opposition. Il y a des oppositions en Afrique. Il n'y a pas un. Il y a des oppositions.
Il faut d'abord clarifier ça. Il y a des oppositions. Donc, il y a plusieurs types d'opposants. L'opposant systémique que nous on revendique, cette posture que nous revendiquons, il peut s'allier avec l'État en face, mais pour des raisons objectives. Comme dans tous les pays du monde, il y a une alliance souvent quand le pays est menacé, quand les circonstances l'exigent. Vous avez des familles politiques qui n'ont rien en commun pour se donner la main pour sauver l'essentiel. Mais vous voyez, les racines qui fondent, n'est-ce pas, les appartenances politiques dans ce cadre-là sont totalement différents. Vous avez d'un côté l'opposant systémique, lui, sa racine, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine que les prédécesseurs ont légué. Il n'est pas un ancien dignitaire du régime. Son père n'était pas quelqu'un dans l'ancien régime. Son père n'était pas parmi les barons qui ont créé l'État Nyokolo et qui, de ce fait, a des appuis, a des entrées dans la métropole. Vous voyez ça, dans la métropole. Il n'est pas quelqu'un qu'on a recruté sur le chemin et qui maintenant entre dans ses réseaux. Non. L'opposant systémique, même quand il s'allie pour les besoins de l'intérêt supérieur du pays, il conserve ces racines-là. Il ne peut pas être de leur milieu. On ne peut pas l'accepter là-bas. Parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas de leur. Il n'est pas de leur. Mais vous avez des opposants qui ne sont pas ce que j'appelle les opposants à un régime, les opposants à un individu, les opposants des circonstances. Ils n'ont pas de problème. Ils peuvent retourner chez eux parce que c'est chez eux. On les reconnaît là-bas. Même quand ils sont opposants, ils ont certains privilèges qu'ils ont gardés. Ils gardent ça. Parce qu'ils sont des codes, on sait quand même que non. C'est un des nôtres. Il est fâché, on va s'arranger. Donc, quand vous avez construit ça, quand on fait cette clarification, on peut maintenant aborder la question des partis politiques. Parti ethnique, parti d'opposition, parti ethnique, parti maçonnique, mais tu veux dire parti ayant des socles ésotériques. Parlons comme ça. Mais je disais tout à l'heure que c'est de tout ça qu'il s'agit. En Afrique, mon cher Ngoz, il n'est pas possible d'avoir un parti ethnique. Ça. Bon, il y a des prétentions. Hein. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent fonder la politique sur une base ethnique. Pour la simple raison que il n'y a aucune ethnie en Afrique qui donne les ordres aux parents occidentaux. Il n'y a aucune ethnie. Aucune ethnie ne parle fort au vrai patron. Le centre impérialiste mondialisé. Maintenant, parti ethnique, oui, dans le sens de l'instrumentalisation. Parce que, et là on va remonter dans l'histoire, le colon a choisi des ethnies, de bonnes ethnies, les ethnies qui ne sont pas dangereuses, et a classifié d'autres ethnies comme étant les ethnies dangereuses. Ces ethnies-là, on a détruit carrément leur mode organisationnel, on a complètement bousillé leur système, leur anthropologie historique, et on les a déclassés. Et on les a inscrits dans un livre rouge. Tous ceux qui viennent de cette ethnie-là sont marginalisés. Bon, ces ethnies-là se font aussi, pour se préserver ou résister, peuvent aussi aller chercher aussi un autre tuteur pour contrer le tuteur qui les a déclassés. Ça arrive. Mais ce classement-là, il est là. Donc, il est là lorsqu'il en fait ça. Donc, vous allez voir que de pareilles ethnies dans le pays auront tendance à fructifier le capital ethnique pour conserver le pouvoir. Mais ça, c'est pas pour conserver ou conquérir le pouvoir. Ça, c'est pas l'ethnicisme politique. C'est de la géoethnie. C'est-à-dire que l'ethnie intégrée dans le cadre d'une grande géopolitique qui dépasse le pays et qui est contrôlée par les puissances étrangères. C'est cela qu'il s'agit. Vous avez des grands peuples, n'est-ce pas, des grandes ethnies, des grands peuples en Afrique qui sont dans ces registres-là. Vous avez la question Peul, par exemple, en Afrique. Vous avez au Burkina la question Mossi, par exemple. Au Cameroun, vous avez la question, il y a plusieurs questions au Cameroun. Vous avez la question du peuple Bassa, la question du peuple Bamileke. Aujourd'hui, il y a parlons comme ça, c'est grave. C'est pas une ethnie. Mais maintenant, on a fait une ethnie, le peuple, entre guillemets, anglophone. Vous avez comme ça, dans des pays, des questions soi-disant ethniques ou géolinguistiques qu'on a créées de toutes pièces, n'est-ce pas, pour être ce que j'appelle une porte d'entrée géopolitique pour le tuteur extérieur. Une porte d'entrée à partir de laquelle il sort, il a comme une veut dans votre société en manipulant juste ce paramètre-là. Vous comprenez? Donc, des partis politiques en Afrique, quand ils se construisent, pour les identifier, il faut comprendre très bien le créateur, quelle est sa généalogie historique sur le plan politique et politique.
généalogie historico-politique. Vous allez savoir à qui vous avez affaire. Donc, quand un parti s'écrit en Afrique, forcément, il a tendance, n'est-ce pas, à avoir pour fief, à avoir un fief. Et le premier moyen de mobilisation, qui est quasi sentimental, c'est l'ethnie. Mais ça ne fait pas de ça un parti ethnique, parce que pour qu'il soit un parti ethnique, il faut que l'ethnie se soit réunie dans le cadre de son organisation ethnique et le désigne comme étant son porte-parole politique. Et désigne le parti comme étant le parti qui va parler au nom de l'ethnie. C'est le plan politique. Ça n'existe pas. C'est rare. C'est rare. Vous voyez très bien qu'il y a une part ethnique dedans. Maintenant, il y a une part maçonnique. Tout à l'heure, je vous parlais de la généalogie du créateur. C'est une élite. Quelles sont ses appartenances ésotériques? À quelle loge fait-il allégeance? La plupart des élites africaines sont très fiers de présenter leurs allégeances ésotériques. C'est même pour eux une marque de noblesse. Une marque de noblesse. Une marque d'aristocratie, de distinction sociale. C'est-à-dire que tous sont ça. Donc, vous voyez, et là, vous voyez très bien que la maçonnerie, si on prend le cas de la maçonnerie, ce n'est pas l'ethnie. Mais il faut tout ça. C'est un capital. C'est un capital. Comme l'ethnie devient un capital. La maçonnerie, les appartenances ésotériques deviennent des capitaux qu'on mobilise dans le cadre d'une accumulation de capital, n'est-ce pas, pour prospérer en politique. Capital ethnique, capital symbolico-ésotérique, capital géopolitique, c'est-à-dire allégeance à une puissance, allégeance à l'étranger. Quand tout ça est réuni, on a une carrière politique. On peut être ministre, on peut être premier ministre, on peut être président. Mais pas pour remettre en cause le rapport de force qui est en place, qui est toujours à la faveur du colonat étranger. Vous voyez que donc, quand pour typifier ces partis, il faut tenir compte de tout ça. C'est un mélange de plusieurs aspects qui font la politique à ce moment-là. Les partis politiques en question, pour l'opposition, doivent avoir un pied dans l'ethnie. Ils doivent avoir un pied dans l'urbain, avoir un pied dans le national, avoir un pied à l'étranger, avoir un pied dans les loges. Maintenant, il faut savoir, dans tous ces pieds-là, quel est le pied dominant? Il y a toujours un pied dominant. Dans le cas de ces partis en Afrique, le pied dominant, c'est l'extérieur et la loge. C'est l'extérieur et la loge. Parce qu'il ne faut jamais oublier le facteur, la contradiction principale des pays africains, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la loge, c'est comment on dit ça? En matière de pouvoir, c'est la domination étrangère. Vient-on en politique pour la faire diminuer, à défaut de la renverser, ou bien on vient pour la faire fructifier et en recevoir les miettes en retour. C'est la frontière. Donc, vous voyez très bien que quand on a dit ça, alors on peut faire un classement des partis politiques. Les partis systémiques qui sont dans l'opposition de manière systémique, il ne faut pas rêver, il y en a parmi, il y en a à l'intérieur souvent des éléments qui appartiennent à la loge. Même le dirigeant peut être même aussi dans la loge. Vous voyez? Donc, il ne faut pas croire que le simple fait d'être un parti historique, une opposition systémique, fait que, a priori, les dirigeants, on ne peut pas avoir des éléments de direction qui sont dans les loges. Non, il y a souvent, ils sont dans les loges. Vous comprenez? Mais à la différence ici que l'appartenance à la loge n'est pas le guide en termes de production intellectuelle, en termes de production idéologique de ce type de parti. Vous prenez l'exemple d'un type comme Lénine. Lénine, en Russie, je prends le cas, il est un peu loin. Ben, on dit qu'il était franc-maçon. Mais quand vous voyez l'idéologie communiste, l'idéologie de Lénine, on peut dire que ça dominait son appartenance ésotérique. On peut aller plus loin dans les pays africains. Vous avez dans l'histoire des leaders africains qui appartenaient à des loges, mais qui étaient du côté, par exemple, d'un relatif progrès historique, tout en appartenant à cette loge-là. Donc, à la fin, ça dilue le combat, certes, à la fin, il y a une dilution du combat à la fin, mais comme on est en train de faire une espèce de sociologie de la politique, on est obligé de préciser ça, que ça arrive. Mais la meilleure position systémique, c'est justement que le leader n'appartient pas à ces loges-là. Et dans le cas du combat panafricaniste, c'est encore plus important pour nous. Parce que nous avons suffisamment de ressources spirituelles et symboliques pour ne pas appartenir à ces loges-là. Vous comprenez? Donc, le vrai parti systémique en Afrique, c'est le parti qui n'a pas des allégeances ésotériques,
qui n'est pas dans l'histoire, n'est pas constitué par le fait d'avoir été coopté dans les camps, dans les classes, dans les familles qui, historiquement, pillent l'Afrique en alliance avec l'impérialisme étranger. Ça, c'est le clivage fondamental. L'opposition systémique, lui, voilà ses racines. Il n'est pas basé sur le fait que le charisme de ses dirigeants ne se construit pas autour du fait que je suis riche, ou bien j'ai 5 doctorats. Non. Vous n'avez pas 5 doctorats. Il n'a pas 5 doctorats du tout. Mais son charisme était populaire, au sens où il est charismatique parce qu'il a épousé le combat du peuple. Il a épousé les combats du pays dans le sens de l'indépendance et de la libération. Quel est le charisme? Son prestige vient de là. C'est pas un prestige qu'il a acquis ailleurs et il vient l'imposer en politique. Par exemple, quand il te parle, il te dit tais-toi. Tu as oublié, tu connais ma carrière internationale, j'ai 5 diplômes, j'ai 5 agrégations, j'ai 5 doctorats. Non. Il est important qu'on pose bien ces bases-là. Je salue le thème, de bien les poser pour que les gens commencent à voir des éléments de sociologie pour analyser les partis politiques et la démarche des hommes politiques. Il y en a qui allent au parti par émotion. Ça ne marche pas. Il y en a qui adhèrent à des partis parce qu'ils aiment le leader. Mais il faut aimer le leader, mais il faut aussi aimer l'idéologie du parti, l'histoire du parti, les racines du parti, la manière dont se construisent les différents capitaux qui permettent de créer un parti. Et là, vous allez voir très bien que quand vous avez ces critères-là, il est facile qu'on vous trompe. Il n'est pas difficile, il n'est pas facile de vous tromper. Donc, vous voyez très bien ça. Donc, on classe d'abord, après je vais terminer, on classe d'abord, d'un côté de manière fondamentale, vous avez des partis politiques, des forces politiques qui précèdent, n'est-ce pas, qui procèdent, qui sont des fabrications du colon étranger. Voilà, du coloniat étranger, de l'impérialisme, que ce soit au niveau de leur généalogie idéologique, de leur généalogie même historique. Souvent, vous avez des leaders qui sont les fils d'eux. Leur père a été, leur parrain a été. Et ils ont des parrains à l'étranger. En France, aux États-Unis, ils sont dans des loges qui les parrainent pour faire la politique. Qu'on s'entende bien. Moi, je m'en fous d'un gars qui appartient à une loge, c'est son problème. Mais quand la loge est le levier de la politique, ça devient un problème. Vous comprenez? Oui. Et dans le camp, n'est-ce pas, de l'opposition néocoloniale, n'est-ce pas, de l'opposition qui confond le système au régime, vous voyez, au régime politique qui est en place, ou bien à celui qui l'incarne. Dans leur camp-là, vous voyez, ils ont, comme j'ai dit, des codes, des manières d'être qui tous sont produits par l'étranger, sont notés par l'étranger. C'est l'étranger qui sélectionne, qui dit que c'est toi qui vas diriger. Ils peuvent se servir, on peut se servir de l'ethnie, on peut se servir même des codes urbains, n'est-ce pas, locaux, mais c'est pour les mettre sous la domination du parapluie étranger qui décide en dernière instance. Et vous avez d'un côté l'opposition systémique, dont je vous ai expliqué, qui a pour capital de travail l'histoire du continent africain, la mémoire de nos héros historiques, le patrimoine qu'ils ont laissé sur le plan politique, le patrimoine politique de l'Afrique, n'est-ce pas, qui n'appartiennent pas de loge, qui ne forment pas de la loge la référence. La référence pour avoir un parapluie pour avancer en politique, qui ne s'impose pas en convoquant les attributs universitaires, les attributs sociaux de classe, pour dire que comme j'ai 5 doctorats, je suis une lumière. Vous venez me faire allégeance a priori. Hein? À la même c'est comme l'allégeance qu'on fait aux prêtres et aux pasteurs. Non. Les leaders de l'opposition systémique construisent leur charisme par le combat qu'ils mènent au nom pour les intérêts du pays et pour les intérêts de la majorité de la population. C'est là où leur charisme émerge. Ils peuvent avoir 5 doctorats. Ils peuvent ne pas en avoir. Ils peuvent ne pas avoir été à l'école. Mais ils sont des génies qui portent le combat du peuple. Quand on a fait ces 2 classements fondamentaux en gauche, maintenant on peut maintenant classifier les partis. On va essayer. On va faire une typologie des partis politiques. Hein?
c'est un petit cours de sociologie politique. C'est important dans nos émissions. Il y a, à partir de là, on peut parler de parti historique. Il y a le parti historique. L'UPC, c'est un parti historique. Le PDCI en Côte d'Ivoire, c'est un parti historique. Parce que dès l'indépendance du pays, ils ont incarné l'histoire du pays dans la lutte pour l'indépendance. Vous avez les partis État ou partis proches du pouvoir. Un parti État, c'est un parti dont la naissance se confond avec l'État naissant. Par exemple, le Front de Libération nationale en Algérie peut être qualifié de parti État, parce que le parti est né en même temps que la guerre d'indépendance, n'est-ce pas, crée les conditions de l'avènement de l'État algérien. C'est un parti État. Alors, c'est important, vous allez comprendre la nuance après, pourquoi c'est important. Vous avez un parti proche du pouvoir, c'est comme le RDPC au Cameroun. C'est-à-dire, on peut dire que le RDPC, c'est un parti qui est le fils du pouvoir. Le pouvoir, lui, étant créé par le colon. L'UNC était un parti parfaitement colonial, au sens où il est la conséquence mécanique de la création de l'État colonial par M. de Gaulle. Même si Ahidjo a fait une carrière politique, il a milité, Ahidjo a milité à sa façon, mais on sait pourquoi il militait. On a vu ça. Il était contre l'indépendance, il était contre les nationalistes. Quand il quitte le pouvoir au Cameroun, le RDPC le rend, vous avez dit, l'UNC devient RDPC. Article 1, le statut du RDPC. Donc, il n'y a pas, on peut pas être plus réaliste que le roi lui-même. Mais, c'est un parti qui est le plus proche de l'État. Il n'a pas créé l'État. Mais ses membres, il y a un pantouflage entre l'État et le parti. C'est-à-dire, on quitte du parti pour aller à l'État et vice-versa. Surtout au niveau des dirigeants. Il y a donc une confusion à un certain niveau entre l'État et le parti. Mais ça peut faire ça un parti État. Il y a une nuance. C'est pas un parti État. Vous avez les partis de classe. Je confonds à ton frère. Le parti de classe, lui, c'est fondamentalement, c'est un groupe économique, un groupe d'intérêt économique dans le pays, n'est-ce pas? Un groupe d'intérêt économique dans le pays, crée un parti pour défendre ses intérêts. Donc, et ce parti-là, son idéologie va être fabriquée sur la base de la nécessité de défendre les intérêts économiques de ses créateurs. Donc, au parti de droite, parti de gauche, il y a un peu de ça. Extrême droite, tout ce qui va avec. Ouais, ça, c'est la France. La France, c'est quand même un pays, au niveau de son dynamisme politique, historiquement, ils commencent à faire ça. Mais historiquement, c'était un laboratoire, même d'envergure mondiale, où on pouvait encore voir, n'est-ce pas, cette typologie. Vous voyez, cette typologie en matière de partis politiques. L'extrême gauche, l'extrême droite, vous allez voir. Vous allez bien voir que tous ces partis-là sont sur le plan numérique et sur le plan de leur idéologie, défendent une catégorie de la population. Défendent des catégories de la population. Vous voyez, bon, la majorité de la population, la gauche va le dire, les socialistes vont le dire, bon, pour ça, c'est la façade. Dans les faits, on peut analyser très bien et voir que des partis socialistes comme en France, c'est une partie c'est la classe moyenne. Il y a une certaine classe moyenne bien spécifiée qui défend, qui porte le parti, même si, au niveau de l'idéologie, on prend en charge le sort d'une bonne majorité, certaines classes populaires. Mais avec maintenant le déclassement industriel de ces pays-là, les classes populaires sont prises en charge par les partis d'extrême droite. On voit cette évolution-là, d'extrême droite. Voilà, parce que justement, le déclassement industriel fait que les partis politiques comme la gauche en France, qui historiquement mobilisaient le prolétariat se confondant avec l'usine. C'est un prolétaire, c'est quand même qui travaille dans une usine. Et c'est facile à ce moment-là d'organiser. Mais quand il n'y a plus d'usine, ces partis-là se perdent un peu parce que leur base matérielle de travail, leur base matérielle de mobilisation n'existe plus et les partis d'extrême droite ont émergé, les ont pris en charge dans un discours de haine, un discours un peu xénophobe. Mais la xénophobie, c'est l'histoire de l'Occident, hein. Depuis la Grèce antique, c'est leur histoire. Et vous avez ce qu'on peut classer comme le parti d'opposition. C'est-à-dire qu'un notable de la société, un individu qui a eu de hautes fonctions, qui sort d'une grande famille, n'est-ce pas, de Slingos, qui a eu une carrière internationale, rentre au pays et dit, j'ai créé un parti d'opposition.
Oui. Il crée un parti d'opposition. Voilà. Il s'oppose, il dit que, bon, c'est que j'ai fait une grande carrière, je veux être président. Il faut qu'il soit président. La motivation fondamentale est celle-là. C'est que d'abord, c'est que, bon, il dit, moi, j'ai une carrière glorieuse. Je dois être président. Je dois diriger. Maintenant, après ça, les éléments de classe entrent en scène. Les alliances avec les intérêts étrangers. Mais la première motivation, c'est que il est imbu de sa personne. Il veut être président parce qu'il estime que la carrière qu'il a eue le prédispose à diriger le pays, à être président. Vous voyez la typologie des partis politiques. Il y a une typologie. Vous allez voir maintenant une différence à un autre niveau, c'est que le parti qui est proche de l'État a des moyens que des partis qui sont éloignés de l'État n'ont pas. Là, maintenant, on est dans l'organisation du parti. Le parti historique, il a l'histoire comme capitale. L'histoire, c'est son capital. Il faut mobiliser les gens à partir de la mémoire historique, à partir des sentiments historiques, à partir de la nostalgie des combats qui ont été menés. Donc, ces moyens sont ceux-là. Le parti au pouvoir, lui, il a les moyens de l'État qu'il confond avec les moyens du parti. Très bien, aux moyens du parti. Bon, dans un contexte de lutte politique, le parti proche de l'État ou le parti État a l'avantage sur d'autres partis. C'est mécanique. Parce que lui va utiliser, il se confond avec l'État. Alors souvent, donc, dans ces conditions-là, pour survivre, les partis d'opposition ou les partis de classe ont tendance en Afrique à mobiliser le prisme tribal, le prisme ethnique, sans pour autant être des partis ethniques. Ça, c'est fondamental. Alors, il ne s'agit pas ici de dédouaner les démarches politiques qui se basent sur l'ethnie comme stratégie politique. En Afrique, il y a ça beaucoup. Au Cameroun, il y en a. Il y a une floraison de partis là, fédéralisme communautaire, des gens même qui sont des libéraux, le libéralisme, le capitalisme libéral là, les néolibéraux. Et les néolibéraux en Afrique, vous allez voir, ont toujours des stratégies ethniques. Prenez Ouattara en Côte d'Ivoire. Analysez Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est un néolibéral colonial, esclavagiste, n'est-ce pas? Ben, vous savez très bien que la base ethnique était claire. Il s'est présenté comme le candidat des étrangers en Côte d'Ivoire qui était maltraité. Bref, ce qu'on appelle le complexe Djoula. C'est pas une ethnie, hein. C'est plus sociologique qu'ethnique, mais peu importe. Vous voyez très bien qu'il s'est présenté comme étant le candidat des musulmans, des étrangers martyrisés en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça fait pratiquement 35-36% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Vous voyez très bien qu'il conjugue un ancrage, son véritable ancrage international, au niveau de la fédération internationale, mais au niveau de la stratégie politique interne, il mobilise l'ethnie. Et c'était très facile de mobiliser tous ces gens-là autour de lui. D'où le fameux alliance historique, la fameuse alliance historique. Avec seulement les étrangers, on ne gagnait pas en Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il s'allie avec Henri Konan Bédié, PDCI, qui lui aussi a un socle ethnique clair, tout en étant l'héritier de la France-Afrique historique à Houphouët-Boigny. Vous voyez très bien comment, vous voyez l'ancrage. Donc, ça marche toujours comme ça. Donc, c'est parce que je dis que fondamentalement, sur le plan théorique, sur le plan de la théorie et de l'analyse politique, il n'est pas possible qu'il y ait les partis ethniques en Afrique sont des manipulations. Ça ne va pas pour autant dire qu'il n'existe pas de stratégie ethnique. Là, parce qu'il dit ça, il y a. Au Cameroun, ça fleurit. C'est-à-dire que c'est clair. Le parti au pouvoir LDPC revendique un socle granitique ethnique connu. Le sud, centre et l'est. Que là, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que c'est un bastion imprégnable. Mais qui s'appuie sur l'ethnie. Pourtant, pour gouverner le pays, il ne faut pas seulement s'appuyer là-dessus. Il est obligé d'avoir une vaste base qui embrasse pratiquement l'ensemble, entre guillemets, des élites du pays dans un rapport de force ethnique qu'il gère d'ailleurs très bien. Donc, ouais, très bien, il faut savoir manipuler ces chaises musicales-là. Il faut savoir les manipuler parce que si on est léger, on va se perdre. Il est rare en Afrique, sauf pendant la colonisation et dans les combats contre la colonisation, de voir une ethnie s'élever et dire que je fais la politique en tant qu'ethnie. Non. Par la colonisation, c'était possible. On prend la lutte contre le colon, les ethnies bien organisées s'engageaient pour préserver leur terre, par exemple. C'était clair. Pour préserver leur type d'organisation. L'ethnie s'engageait, même si le colon tout va diviser pour mieux régner. Mais il y a ce fait-là. Mais du coup, l'indépendance, ce n'est pas possible. Parce que, Justin Goss, le compte d'opération n'est pas ethnique. Le Fonds monétaire international n'est pas ethnique. L'ONU n'est pas ethnique.
Vous voyez très bien que la construction internationale, les contraintes internationales qui maillent le fonctionnement de leurs États ne sont pas ethniques. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'État ethnique en Afrique. Tout le reste, c'est bavardage. C'est la propagande raciste blanche, blanche, pour justifier, n'est-ce pas, leurs délits coloniaux et impérialistes, doivent toujours présenter l'Afrique comme étant des ethnies qui sont prêts à se massacrer et qui ont besoin d'un arbitre pour empêcher les massacres interethniques. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été des nôtres. C'était une très belle leçon, on va le dire comme ça, de parti politique. On espère revenir sur ce sujet dans les jours à venir, en espérant bien sûr que nous serons, on va le dire ainsi, dans les ménages, dans les tout prochains jours. Merci à vous, Président Badakani. Merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.